Let's Prod, le podcast de la production musicale. Let's Prod, par DJ Network, l'école des DJ et du son. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Let's Prod, le podcast de la production musicale. Je suis Benjamin, formateur à l'école DJ Network. Au programme de cet épisode, créer un plugin VST. Les plugins VST sont désormais incontournables en production musicale. Il en sort régulièrement de nouveaux, que ce soit des distorsions, equalizers, compresseurs et bien d'autres. Évidemment, tous ne se destinent pas à la même utilisation et ne sonnent pas pareil. Mais comment un plugin VST est-il développé ? Pourquoi certains plugins sonnent mieux que d'autres ? Cet épisode de Let's Prod s'intéressera de près à la création de plugins VST. Pour démarrer cet épisode, nous accueillerons Guillaume Gelin, fondateur de la marque française de plugins Blue Cat Audio. Blue Cat est depuis de nombreuses années une référence en termes de plugins audio innovants. Guillaume viendra nous parler de sa manière de travailler, de concevoir et de développer un plugin. Pour terminer l'émission, nous évoquerons quelques outils vous permettant de créer vous-même vos plugins. Voilà pour le sommaire de cet épisode. Let's Prod, c'est parti. Let's Prod. Accueillons sans plus attendre Guillaume Gelin, fondateur de la marque Blue Cat Audio. Bonjour Guillaume, merci de nous accorder cet entretien. Pour commencer, quel a été ton parcours académique et professionnel avant de créer ta marque de plugins ? Alors, j'ai un parcours un peu atypique. En fait, je suis issu d'une école d'ingénieur, alors pas du tout ingénieur du son, ingénieur généraliste. Et donc, à la sortie de l'école, je suis tombé un peu par hasard dans l'informatique et puis le traitement du son. Il y a une start-up des camarades de la promotion précédente qui crée une boîte pour faire des effets spéciaux visuels et ils cherchaient quelqu'un pour faire du son. Donc, moi, ça me plaisait bien le son depuis tout petit, donc j'ai saisi l'occasion. Et voilà, et donc du coup ça m'a fait apprendre le traitement du son et puis l'informatique en même temps. Et depuis, j'ai jamais vraiment quitté ça. Après, j'ai travaillé quand même pendant pas mal d'années dans des grosses sociétés d'informatique, mais en parallèle, j'ai toujours continué à faire des plugins, à faire du traitement du son pour le plaisir. Et puis ça a fini par devenir un business qui marchait pas mal. Et donc j'ai dû créer, je pense, la boîte en 2006. Et puis j'en vis à 100% depuis 2012. Quand as-tu lancé ta marque Blue Cat Audio ? J'ai lancé les premiers plugins qui étaient totalement gratuits au départ. C'était en 2003 si je me souviens bien. Donc l'idée c'était surtout de me faire plaisir et puis de faire des plugins pour moi au départ. Donc je les ai partagés gratuitement sur internet et puis j'ai créé une boîte en 2006 tout simplement parce que j'avais des commandes de gens qui voulaient payer pour avoir des plugins un peu plus complets. Et donc voilà, ça s'est fait plus ou moins par la force des choses. C'est pas vraiment lié à une histoire de marché. Bon, le marché a beaucoup évolué en 20 ans, mais il n'y avait pas spécialement de fenêtre intéressante pour moi. C'est juste que à force d'être visible sur internet et à développer des nouveaux produits, il y a des gens qui étaient intéressés de les acheter. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. En pratique, comment démarres-tu la création d'un plugin ? Travailles-tu sur Mac ou PC ? Alors, je travaille un peu sur les deux en général, ça dépend, mais c'est plus sur PC pour le développement, question d'habitude. Il y a certains plugins, en fait, la plupart, c'est surtout parce que j'en ai besoin ou une envie d'essayer quelque chose. Donc, je fais ça au départ par expérimentation et puis pour combler un besoin que moi j'ai pour faire de la musique. Et puis, il peut arriver aussi que ce soit des demandes de clients très fortes qui finissent par aboutir sur un plugin. Mais en général, c'est quand même plus souvent ça vient plus souvent d'une idée personnelle. Quel logiciel et langage informatique utilises-tu pour créer un plugin ? Alors, le langage informatique, c'est le C++. Il n'y a pas trop le choix parce que pour pouvoir faire du traitement de temps réel, il faut quelque chose de très rapide et donc qui ait un accès à la machine à assez bas niveau. Et les outils, sur PC, c'est Visual Studio, qui est un standard. Et sur Mac, c'est Xcode, qui est l'outil préféré aussi pour le développement sur Mac. Comment travailles-tu l'interface de tes plugins ? Alors, depuis quelques années, ça doit faire peut-être maintenant 6-7 ans, j'ai un graphiste qui fait les visuels. Donc, on travaille à deux sur le concept et puis il me sort des visuels pour que ce soit plus joli. Et après, derrière, je me suis inventé un petit langage qui permet de développer une interface graphique assez rapidement. Parce qu'il faut voir que sur un plugin, en temps normal, je pense que l'interface graphique, c'est plus de la moitié du travail, voire bien plus que ça. Ça prend beaucoup de temps, surtout sur des plugins un petit peu complexes, comme ceux que je peux avoir. C'est pas très simple. Comment crée-t-on un plugin qui émule du matériel analogique ?
Alors, il y a pas mal de méthodes différentes, donc ça, je peux pas parler pour tout le monde, mais il y a plusieurs façons de faire. Une façon, c'est d'aller étudier les schémas électroniques, quand il s'agit d'analogique notamment, d'étudier les schémas et puis d'essayer de modéliser tout ça pour avoir une idée un peu plus claire de ce qui se passe à l'intérieur de ces appareils-là, et donc du coup de sortir un algorithme correspondant. Ça, c'est une première méthode. Et il y en a une deuxième qui est de mesurer ces appareils pour voir comment ils réagissent à des signaux. Et c'est plutôt la méthode que moi j'utiliserais en fait. Et puis du coup modéliser d'une manière un peu plus, perceptuelle le traitement fait par ces appareils-là. Et puis après il y a aussi des gens qui travaillent directement avec les marques originales. Donc du coup là ils ont peut-être plus d'informations et aussi plus de contraintes puisque le fabricant originel a souvent envie que le plugin sonne d'une certaine manière. Dans tous les cas, il faut se pencher sur le hardware original pour savoir comment il fonctionne. Pour toi, est-ce qu'un plugin gratuit est forcément moins bon qu'un plugin payant ? Alors, je vais parler pour moi parce qu'en fait, il y a quand même pas mal de types de plugins gratuits. Ceux que je développe moi, ils sont vraiment 100% gratuits, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de s'enregistrer à une newsletter il n'y a pas de contrepartie en fait. Le plugin, on peut le télécharger, je sais même pas d'ailleurs que vous l'avez téléchargé, et on peut l'utiliser sans aucune contrepartie ni limitation. Alors c'est pas vraiment un produit d'appel, c'est plutôt moi ça a été une façon de me faire connaître. Au départ, j'ai démarré avec ça, et donc du coup, je veux conserver cette gratuité complète. L'idée, c'est pas d'avoir un truc de moins bonne qualité. Alors il y en a un ou deux, surtout qui est un tout petit peu. Enfin, j'ai un produit similaire qui est payant, qui a un peu plus de fonctionnalités. C'est l'analyseur de spectre. Mais sinon, d'une manière générale, c'est des produits qui se suffisent à eux-mêmes et ils sont pas de moins bonne qualité puisque l'idée étant de se faire connaître. J'ai pas vraiment intérêt à faire un plugin qui fonctionne moins bien qu'un plugin payant. Certains plugins payants peuvent atteindre des prix très importants, dépassant même parfois 300 €. Cela est-il justifié pour toi ? Alors c'est variable, c'est difficile de parler dans le vague comme ça, mais alors ce qu'il faut savoir, c'est que déjà historiquement, dans les années 90, quand les premiers plugins étaient disponibles, souvent ils remplaçaient du hardware, et donc du coup la façon dont le prix était fixé, c'était pas forcément en fonction du temps qui avait été passé à faire le plugin, mais c'était par rapport au prix du hardware remplaçant. Donc en gros, on avait des plugins à plusieurs milliers d'euros assez facilement. Dans les années fin des années 2000, ça s'est complètement effondré parce que il y avait de plus en plus de producteurs de plugins, de petites boîtes comme moi, qui rentraient sur le marché et qui du coup donnaient des prix beaucoup plus bas, puisqu'on avait changé de paradigme. Le but était pas forcément de remplacer du hardware, mais d'avoir des logiciels qui n'avaient pas forcément d'équivalent à côté. Donc après, aujourd'hui, avoir des plugins qui valent plus de 300 ou 400 €, tout dépend du temps qui a été passé dessus, de la R&D qui a été investie. C'est vrai que on peut passer parfois des années à faire un plugin. Typiquement, là, aujourd'hui, j'ai un plugin pour les guitaristes qui est assez complet, qui remplace un multi-effet pour guitare. Il y a à peu près 20 ans de travail là-dedans. Donc, je le vends pas plus que 300 €, mais on peut imaginer effectivement que pour rentabiliser, s'il y a un marché petit et peu d'acheteurs potentiels, on ait besoin de faire monter les prix. Nous terminerons l'interview de Guillaume dans la dernière partie de cet épisode. Avant cela, prenons un moment pour évoquer ensemble quelques outils déjà disponibles pour créer vous-même vos plugins. Let's Prod. Sans être un professionnel de la programmation, il existe déjà quelques solutions si vous désirez créer vous-même vos plugins. Évoquons d'abord le plugin Reaktor de Native Instruments. Reaktor vous propose de créer vous-même vos synthétiseurs grâce à une bibliothèque très vaste regroupant oscillateurs, filtres ou encore modulateurs, et de créer les routages entre les différents modules. Vous pouvez personnaliser ce synthétiseur en créant également l'interface visuelle. De nombreux utilisateurs de Reaktor partagent d'ailleurs leur création sur le site de Native Instruments. Il s'agit de la Reaktor User Library. L'extension Reaktor Blocks permet quant à elle de construire son synthétiseur modulaire en combinant différents modules des synthétiseurs créés par Native Instruments, comme Monarch ou encore Razor. Du côté de Blue Cat Audio, la marque nous propose un outil spécialement dédié à la création de plugins, Blue Cat's Plugin Script. Avec cet outil, vous pouvez créer vos plugins grâce à des lignes de code très simples et paramétrer aussi l'interface de ces derniers en utilisant des templates déjà créés ou en les important d'un fichier externe. Il existe évidemment des scripts déjà édités pour plusieurs types d'effets, comme des compresseurs, des saturateurs ou encore des délais. Le plugin peut être ensuite exporté sous format standard, VST pour Mac ou DLL pour Windows. Évoquons enfin Max for Live, disponible uniquement pour Ableton Live. Max for Live est une extension d'Ableton Live Suite qui vous permet de créer vous-même vos extensions pour Ableton. Vous pourrez ainsi créer des instruments, des effets audio, ainsi que des effets MIDI. Une large bibliothèque d'outils créés par la communauté est déjà disponible. À l'intérieur de Max,
vous trouverez différents modules déjà préconfigurés que vous pourrez assembler. Vous pourrez aussi importer des images pour créer votre interface visuelle. L'utilisation de Max for Live requiert tout de même un peu de pratique. De nombreux tutoriels sont disponibles sur YouTube et le site maxforlive.com contient aussi des ressources très précieuses. Terminons cet épisode en posant encore quelques questions à Guillaume Gelin. Let's Prod. Combien de temps prends-tu pour développer un nouveau plugin ? Alors c'est très variable, ça dépend vraiment du type d'effet. Le plus court, c'est quelques mois. Sachant qu'en fait, je m'appuie quand même sur 20 ans de travail. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai développé beaucoup d'outils qui permettent d'aller plus vite. Si c'est écrire un plugin à partir de zéro, sans rien du tout, c'est difficile de faire moins de 6 mois, je pense. Parmi toutes tes créations, quel est le plugin Blue Cat que tu préfères ? Là, c'est une question difficile. Bon, étant guitariste, je pense que c'est mon plugin de guitare, là, parce qu'en plus, comme je disais, ça fait 20 ans de travail que j'ai mis dedans. Donc, il s'appelle Axiom. Qui m'a permis en fait de remplacer tout mon matériel que j'avais depuis des années. Mais sinon, je suis fier de la plupart de tous mes plugins. C'est un peu comme mes enfants. Les plugins peuvent-ils remplacer le matériel hardware aujourd'hui ? Est-ce que finalement le hardware est bon à mettre à la poubelle ? Alors bon, mettre à la poubelle, non. Déjà, il faudra toujours du hardware parce que, à moins de travailler tout dans la boîte et ne plus avoir du tout d'instruments analogiques, on a quand même besoin au moins d'une carte, d'une interface audio pour rentrer du son et ressortir du son derrière. Hein. Donc, le hardware n'est pas mort. Après, pour tout ce qui est outils, effectivement, de mixage, etc., je pense qu'on peut tout faire et on a même vraiment grand intérêt à tout faire dans la boîte avec des plugins, tout simplement parce que c'est plus pratique, c'est plus simple et on a les mêmes possibilités et même beaucoup plus, je pense, aujourd'hui en logiciel. Peux-tu nous parler en détail de ton dernier plugin, le Blue Cat Connector ? Ouais, alors celui-là est rigolo parce qu'il a failli ne jamais sortir dans le monde extérieur. En fait, c'est un plugin que j'ai développé, j'ai commencé à bosser dessus il y a à peu près 2 ans. C'est un plugin du confinement en fait, parce que lors des divers confinements qu'on a eus, c'était très difficile d'aller faire de la musique avec d'autres. Donc il y a eu quelques boîtes qui se sont lancées, qui ont fait de la com sur leur service en ligne pour essayer de pouvoir jouer à distance avec d'autres gens avec très peu de latence. Bon, j'ai jamais réussi à le faire marcher chez moi. Hein. Et donc du coup, je me suis posé la question, est-ce que même en local, on pourrait le faire ? Est-ce que ça pourrait fonctionner réellement à faible latence ? C'est un plugin qui permet de streamer d'envoyer entre 2 machines ou sur la même machine entre plusieurs applications différentes de l'audio et du MIDI. Donc du coup, on va le mettre par exemple sur un Mac dans Logic et puis envoyer de l'audio qui va aller, mettons dans Cubase sur un PC à côté ou dans une autre pièce. Et donc ça permet d'échanger des données en temps réel entre différents logiciels, voire différentes machines. Avec une très faible latence. Il y a forcément une latence, puisqu'il faut quand même trimballer les paquets sur le réseau ou entre 2 applis, mais on peut atteindre des latences qui sont totalement négligeables. Donc voilà, pour expérimenter, je me suis amusé à développer ce petit plugin, et puis je trouvais que ça marchait vraiment bien, donc je l'utilise depuis quasiment 2 ans, 1 an et demi à peu près, chez moi, entre différentes machines, entre différents étages, et ça fonctionnait vraiment bien. Donc du coup, j'ai fini par le sortir quand même en me disant, si moi ça me sert, ça pourra servir à d'autres. Et puis je trouve qu'effectivement, j'ai été assez surpris, il y a beaucoup de gens qui l'ont intégré à leur workflow et qui l'utilisent tous les jours, donc ça c'était plutôt une bonne surprise. C'est tout pour cet épisode. Merci encore à Guillaume pour ses réponses et son expertise qui vous auront peut-être donné envie de créer vous-même vos plugins. Ce podcast vous a plu ? N'hésitez pas à nous laisser un commentaire et un maximum d'étoiles sur votre plateforme préférée. Et en attendant, let's prod ! Let's Prod. Le podcast de la production musicale. Let's Prod. Par DJ Network, l'école des DJ et du son.